gouvernance. Ressources naturelles, Agriculture et élevage. droits humains, Cohésion sociale. corruption, Sécurité. devoir de redevabilité. Bonsoir, mesdames et messieurs. Au départ, le foncier rural devrait assurer un bien-être aux populations burkinabées, majoritairement rurales. Mais aujourd'hui, les problématiques de ce secteur sont si nombreuses: conflits d'usage et accaparement des terres, lourdeur administrative, incertitude des droits fonciers, pression démographique et morcellement des terres, dégradation des sols, autant de mots qui minent le foncier rural au Burkina Faso. Votre rendez-vous télé coproduit par la télévision BF1 et le studio Yafa de la Fondation Hirondelle se penche sur la question. Et comme il est de coutume, ce soir, je suis en compagnie de Astrid Nikiema. Bonsoir Astrid. Bonsoir Abdourazak Traoré. Mesdames, Messieurs, l'état des lieux, la législation, l'initiative de la Commission épiscopale Justice et Paix et des pistes de solutionnement, autant de questions qui seront abordées. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Seydou Zidouemba. Il est technicien supérieur d'agriculture, expert foncier au ministère burkinabé en charge d'agriculture. Jean-Baptiste Yanogo, chargé de projet à la Commission épiscopale Justice et Paix Burkina, et Maître Fako Bruno Ouattara. Il est avocat spécialisé sur le foncier rural. Et sans oublier notre public composé de membres des cellules de veille citoyenne, CJP de Wayuria, Sapui et Saba. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir. Une fois de plus, bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Vous êtes donc au rendez-vous mensuel dans le cadre du programme Face aux Veilles. Et comme annoncé, nous parlons évidemment de foncier rural avec nos invités. Et mesdames et messieurs, vous connaissez le principe de l'émission. Un sondage est toujours réalisé avec notre partenaire Viamo sur le 3, 2, 1. Quels sont les résultats aujourd'hui, Astrid? Razak, il faut dire qu'au total, 2000 auditeurs ont répondu à notre questionnaire en français, Mouré et Dioula. C'est un panel composé à 65,1% d'hommes et 34,9% de femmes dans les 13 régions du Burkina. Plus de la moitié, c'est-à-dire 59% des personnes qui ont souhaité participer au sondage n'ont pas une idée du contenu de la loi portant sur le régime foncier au Burkina Faso, contre à peu près un tiers, c'est-à-dire 29,5% des répondants qui ont une idée sur le contenu de cette loi. À la même question, il faut noter que 11,4% des participants n'ont pas souhaité donner leur avis. Pour l'évaluation de la gestion du contenu portant sur le foncier rural au Burkina Faso, près de la moitié, c'est-à-dire 48,5% des participants à ce sondage, évaluent la gestion foncière du Burkina Faso comme étant significative. 27,2% pensent qu'elle est modérée et 12,3% évaluent cette gestion comme étant faible. 2,4% pensent qu'il n'y a aucune gestion et 9,6% des participants n'ont pas voulu se prononcer sur la question Razak. Merci Astrid Nikiema pour toutes ces précisions. Je me tourne maintenant vers M. Zidouemba. Je rappelle que vous êtes expert foncier au niveau du ministère de l'Agriculture. Tout de suite, en tant qu'expert, mais aussi agent du ministère de l'Agriculture, ce département donc, qui est en charge de la gestion, on va le dire, du foncier rural. Qu'est-ce que ce sondage suscite en vous tout de suite comme commentaire? D'abord, je voulais remercier la télévision BF1, également la commission Justice et Paix, Face aux Veilles, pour l'honneur que nous avons de discuter de la problématique foncière aujourd'hui. C'est vraiment des faits qui sont justes au regard des pourcentages donnés. C'est une réalité. Ça, je pense que pour avoir été et actuellement toujours un acteur terrain, c'est vraiment la triste réalité qui est là. Mais ce qu'il faut retenir également,
C'est des occasions comme ça que nous avons besoin davantage pour vulgariser ces aspects sur le foncier. Voilà, on fait beaucoup de formations, beaucoup de sensibilisation, mais le constat est réel. Mais les occasions que nous avons comme ça pour davantage vulgariser ce que nous faisons est vraiment apprécié. Donc ça, RAS par rapport au chiffre qui est donné. C'est tout de même une loi qui est votée depuis 2009, on va le dire. Très bien, c'est exact. Depuis 2009, hein, mais je vous assure que c'est le MCA qui nous a lancé, le foncier rural. Voilà. Après le MCA, d'autres partenaires comme la GIZ à travers ces deux projets, ProSol, ProPFR et également le ministère de l'Agriculture, on s'évertue, mais je vous assure que le Burkina est vraiment vaste. On s'évertue pour que au moins les acteurs comprennent davantage le foncier rural et ses implications également. Voilà, donc en fait, c'est vraiment une réalité. Mais bon, je pense qu'on travaille toujours pour rattraper ce qui est à rattraper en fait, par rapport à la sensibilisation, information et formation sur les textes législatifs en lien avec le foncier. Merci beaucoup, M. Dudouemba. M. Yanogo, je rappelle que vous êtes de la CJP. Dites-nous comment vous avez vu ce sondage. Alors, nous pensons effectivement que ce sondage répond à la réalité parce qu'actuellement, ce que nous avons comme constat sur le terrain, c'est que la loi n'est pas connue et même les acteurs ne se sont pas appropriés de cette loi-là. Par exemple, la loi prévoit que les présidents des commissions de conciliation foncière villageoise soient des chefs de terre dans chaque village et les chefs de terre ignorent que cette loi prévoit une place pour eux dans les villages. Donc, c'est vraiment une réalité que nous constatons sur le terrain et c'est déplorable. Tout de suite, là, M. Dudouemba vient de le dire, c'est déplorable également que ce soit vraiment des ONG, des associations de la société civile qui s'occupent vraiment de cette question-là, qui est pour nous une question de souveraineté. Voilà, il serait bien vraiment que l'État prenne vraiment à bras le corps la question. Si une loi est votée, elle doit être mise en œuvre. Parfait. Maître Ouattara Fako Bruno, vous êtes avocat spécialisé sur le foncier rural. Vous avez une très grande expérience, en tout cas sur ces questions. Vous êtes un observateur de ce domaine. Quel est le regard que vous portez justement sur toutes ces questions? Merci d'abord de nous avoir invités. Et merci à tout le public. Il faut dire, au-delà de la loi sur le foncier rural, il y a une grosse question qui est posée, qui est l'utilisation de la loi par n'importe quel citoyen. Ce mécanisme est très peu développé en ce sens que quand on vote une loi, il y a des étapes de l'application de la loi. À savoir, on a la loi, on a les décrets, on a les arrêtés d'application, on a les imprimés que j'ai amenés ici. Et après les imprimés, ce que j'appelle l'achèvement normatif, on a la structuration institutionnelle qui va des directions centrales jusqu'au niveau du département et au niveau de la commune. Et après cela, il faut une politique d'information, de formation et d'assistance aux citoyens pour l'opérationnalisation de la loi. Et cela nécessite un budget. Les structures que nous mettons en place, il faut les équiper, il faut les former, il faut définir leurs compétences territoriales et cela nécessite beaucoup d'argent. Et vous allez remarquer que beaucoup de lois, y compris la loi sur le foncier rural, sont votées sans budget. La politique d'information, de formation, d'assistance aux citoyens n'est pas très bien structurée. On passe par exemple à la télé pour informer, mais on ne dit pas exactement quelle est la démarche administrative, quelle est la composition du dossier. Et il faut le dire dans la langue de chacun et l'articuler avec nos us et coutumes. Le langage juridique administratif n'est pas toujours compris. Quand vous parlez d'APFR à un paysan, il n'a jamais entendu l'APFR. Bon, bref, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la pratique judiciaire.
Le problème est que cette loi, je l'évoquais tout de suite avec M. Didouamba, elle est adoptée depuis 2009. C'est plus de 15 ans. Pour un État, pour une nation, pour une question aussi centrale, est-ce que ce n'est pas quelque peu abusé? Bon, je vais vous répondre sur une autre loi. Le Code des personnes et de la famille a été adopté en 1990. On n'a pas encore le quatrième registre des actes divers. On n'a pas encore un certain nombre d'arrêtés de mise en place des centres d'état civil. C'est une question générale, est-ce que vous voyez? Et on a même, dans les recherches, j'ai même trouvé des textes sur le foncier rural, exactement, qui datent de 1950, qui sont restés inachevés. Donc c'est une préoccupation qui est là, sur laquelle, effectivement, nous travaillons au quotidien pour essayer d'amener la loi sur chaque citoyen et dans sa langue et dans sa coutume, qu'il comprend l'articulation entre la loi et sa coutume. Donc c'est un débat qui a été lancé aujourd'hui et je crois que tout le monde travaille là-dessus. Alors, Razak, mesdames, messieurs, si vous nous le permettez, comment la question foncière est traitée dans les communes, je vous invite à faire un tour dans la commune de Kamti pour toucher du doigt une réalité de la gestion du foncier rural au Burkina. En se référant à la loi, la gestion au niveau local, il y a d'abord le service foncier qui est créé. Ensuite, il y a les commissions villageoises qu'il faut mettre en place, à savoir les commissions de foncières villageoises et les commissions de conciliation foncière villageoise. C'est tout cet ensemble-là réuni qui géreront la question foncière rurale au niveau de la commune de Kamti. Bon, il y a beaucoup de difficultés. Il faut noter qu'à Kamti, nous avons 117 villages. Pour se déplacer, d'abord, c'est un peu compliqué pour nous, parce que d'abord, il faut un moyen de déplacement, non pas de moyen de déplacement. Il faut des carburants. Tout ça, ça cause autant de problèmes pour nous. Souvent, même quand les dossiers arrivent ici, vous voyez que les dossiers sont incomplets. Il faut encore, c'est ça, trier, interpeller la commission foncière villageoise pour qu'ils voient les intéressés, pour qu'ils nous envoient les pièces qui sont incomplètes. Et là encore, c'est du temps qu'il faut prendre, c'est difficile. Et les dossiers que nous traitons, une fois qu'arrivé au niveau des RDPF, recevoir des domaines de la publicité foncière, bon, là aussi, ça prend du temps. Et pire encore, quand ça arrive au cadastre, ça prend énormément de temps. Par exemple, je disais, nous avons des dossiers au cadastre pour avoir les identifiants depuis janvier jusqu'à là, n'ont pas reçu les réponses. C'est pour dire qu'on a passé presque toute une année sans délivrer. En termes de politique, il faut dire que, comme je l'ai dit, nous sommes obligés vraiment de recourir vraiment aux partenaires techniques et financiers. Il y a également le volet soutien au service foncier rural. On essaie tant bien que mal de les accompagner, malgré la modestie des moyens du budget communal, à ce qu'ils puissent en tout cas sortir, aussi faire des sensibilisations, des communications sur tout ce qui est foncier, notamment en s'appuyant sur la loi 034, la réforme agraire et foncière. Donc tout ça nous permet quand même de pouvoir mieux gérer toute cette politique foncière-là. Aussi, quand même, on a des rencontres permanentes, voilà, de gestion de tout ce qui est cas de conflit foncier avec les CRV, mais également avec le service foncier rural. On est en train de plaider aussi pour le renouvellement ou le recyclage vraiment de nos instances de gestion foncière locale. Il faut reconnaître que la commission justice et paix, ici, en son intervention ici, a pu d'abord élaborer des chartes, c'est-à-dire des espaces sacrés. Ils ont pu élaborer des chartes pour pouvoir les sécuriser, pour empêcher qu'on puisse les dégrader. Et en dehors de ça, la justice et paix accompagne les personnes désireuses d'avoir des attestations de possession foncière à les acquérir. Donc, ils les accompagnent financièrement et techniquement pour pouvoir avoir des APFR. Et là, sensibilise les autres à pouvoir le faire pour qu'il y ait un vivre ensemble harmonieux. Présentement, j'ai fait de mon mieux pour essayer de sécuriser la terre, même si de nos jours, je ne détiens pas la PFR. Mon conseil à donner à la population de ma commune, en tout cas, je les invite tous à faire un effort pour sécuriser le lopin de terre qui sont à leur possession. Car de nos jours, celui qui n'a pas le titre du foncier en sa possession, c'est comme il n'a rien, il ne possède absolument rien. Donc c'est mon conseil le plus cher, le plus ardent. Voici donc ce cas concret dans la commune de Kamti. Monsieur Zidouamba, on a tous écouté
les défis sont visiblement nombreux, des dossiers qui traînent pendant des mois, des fonds qui sont insuffisants pour mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives qui sont presque nécessaires dans la chaîne. J'ai envie de poser cette question simple. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci. Maître disait tout de suite là que ça coûte beaucoup d'argent. C'est une réalité. Et nous avons fait une étude au sein de la Direction générale du foncier, de la formation et de l'organisation du monde rural. Un CFV coûte 700 000 francs. C'est quoi un CFP déjà? On va être beaucoup pédagogique. C'est la commission foncière villageoise. Et une CCFV, une commission foncière, une commission de conciliation foncière villageoise coûte 700 000 francs. Nous avons combien de CFV, CCFV? Nous avons combien de villages au Burkina? Vous voyez déjà la réalité qui est là. Bon, oui, c'est ce que j'ai suivi ici, c'est vraiment la réalité des faits comme ça. Mais nous avons l'obligation de mettre les CFV et les CCFV un peu partout, partant de leur importance. Les CFV, Commission foncière villageoise, c'est beaucoup plus la prévention. Prévention des conflits. Aider les acteurs à avoir des APFR, attestations de possession foncière. C'est également protéger les ressources naturelles. Leurs éléments, c'est les trois éléments essentiels. Là. Mais quand vous prenez la CCFV, la Commission de conciliation foncière villageoise, là, ils ont un rôle de gestion des conflits, c'est-à-dire résolution des conflits. Aujourd'hui, la loi dit, s'il y a un conflit lié au foncier, vous avez l'obligation de passer par la commission de conciliation foncière villageoise. Ça, c'est une obligation avant de pouvoir vous épuiser, avant d'aller au niveau des juridictions. Et là aussi, pour en arriver au niveau des juridictions, c'est beaucoup plus compliqué. Non, en fait, ce sont ces éléments-là que je voulais d'abord signaler. Mais pour aller plus loin, je l'ai suivi également quand il dit qu'ils ont des problèmes de logistique. Au niveau de la DGFOMER, avec l'appui des partenaires, nous appuyons les services fonciers ruraux, les SRFR, voilà, pour qu'ils aient, comment on appelle ça, un peu de la logistique pour fonctionner. Et je parlais plutôt des acteurs. C'est bien vrai que M. Herman a dit que on ne doit pas compter forcément sur les partenaires, mais regardez la masse que nous devrons accompagner pour qu'ils aient les CCFV. C'est énorme. Donc, les partenaires c'est nécessaire. Nous faisons le plaidoyer pour pouvoir avoir un peu pour les accompagner. Voilà, je vais plus loin. La CFV est mise pour 3 ans. Vous voyez, renouvelable chaque 3 ans. C'est mis pour être renouvelé chaque 3 ans. Vous voyez le coût? En fait, c'est un peu ça. Et nous avons l'obligation de faire le plaidoyer, avoir un peu de fonds pour pouvoir les accompagner. En fait, ce sont ces difficultés-là que je voulais énoncer. Mais, plus loin également, il faut que je parle d'un élément qu'il a signalé là-bas. La SAP foncière locale, qu'on appelle souvent SAP communautaire. Voilà un élément fondamental, un élément capital dans la prévention des conflits. Parce qu'il s'agit ici de réglementer l'utilisation des ressources naturelles. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, cet élément-là, je suis content d'entendre qu'en tout cas, ils mettent ces SAP-là dans ces différents villages. Voilà. Donc, en fait, pour dire que c'est un peu mousse, on a besoin des partenaires pour nous accompagner, sinon ce n'est vraiment pas évident. Nous pouvons comprendre la difficulté à ce niveau quand on prend de façon générale. Mais pour des cas où les dossiers traînent dans le bureau, est-ce qu'au niveau des mécanismes étatiques, il n'est pas prévu peut-être des garde-fous pour éviter qu'on en soit là? Et très bien. En fait, ici, effectivement, il y a une procédure pour pouvoir avoir ton acte foncier. Voilà, il y a une procédure. Et cette procédure, ça part d'abord du demandeur qui part déposer au niveau de la CFV. Et la CFV se charge maintenant de traiter. Mais il y a un élément qu'on appelle état navette. Voilà. Dans un premier temps, quand ils constituent le dossier, ils envoient ça au service technique qui apprécie, agriculture, élevage, environnement, qui apprécie et qui ramène.
Ils partent maintenant, ils font ce qu'on appelle la constatation publique contradictoire. Et là également, s'ils s'entendent, et comment on appelle ça, et ça poursuit sa voie normale. S'ils ne s'entendent pas, ils ont 45 jours encore pour s'entendre. Voilà, c'est-à-dire renouvelable une fois, 45 jours fois 2. Voilà, s'ils ne se sont pas compris, là, obligatoirement, le plus diligent amène, comment on appelle ça, en fait, il faut trouver un mécanisme pour faciliter ça. En fait, je voulais parler de la CCFV. Plus loin, et quand ils arrivent à s'entendre sur comment on appelle ça, et le PV est élaboré, en fait, ils envoient ça également au niveau de la RDPF. Ça également, c'est un état. RDPF, c'est quoi déjà? Comme on a reçu des domaines et de la publicité foncière. Voilà, ça, ils font leur observation, ils donnent leur avis, avant que ça ne revienne encore au niveau de la CCFV, au niveau de comment on appelle ça, service foncier rural. Vous voyez, en fait, c'est un peu ça. Voilà, l'état navette peut durer, c'est un peu cet élément. Mais l'autre élément, c'est de demander aux acteurs de suivre. Voilà, si tu donnes ton dossier et que tu ne suis pas, ça va être très difficile. Ça, c'est ça aussi la réalité de nos parents dans les campagnes. On donne le dossier, mais on ne suit pas. Voilà, donc nous insistons pour que les gens suivent leur dossier. Si c'est suivi, le délai serait respecté. Si tout le monde fait son travail, en principe, on n'a pas besoin de suivre les dossiers. Ah oui, ça devrait couler de souche. Ah oui, d'accord. D'accord. Monsieur Jean-Baptiste Yanogo, on note également une disparité des frais recouvrés par les agents de cadastre et des impôts. À titre d'exemple, à FADA, par exemple, à titre d'exemple, le coût du cadastre est de 30 000 francs CFA à Sapui, c'est bien ça, contre 10 000 francs à Wayuria et Kamti, et même 5 000 francs à FADA. Et le coût du domaine est de 28 000 francs à Sapui, contre 5 000 francs à Kamti et 0 francs à Wayuria et FADA. Qu'est-ce qui explique cette disparité? Alors, nous-mêmes, nous voudrions bien comprendre ce qui explique cette disparité. Et comme M. Zidimama vient de le dire tout à l'heure, en fait, il y a des coûts locaux, des coûts qui font l'objet de délibérations justement au niveau des communes. Il y a des coûts au niveau national qui font l'objet donc d'arrêtés qui sont pris au niveau du gouvernement. Alors donc ces coûts qui sont énumérés dans ce document-là sont des coûts qui sont au niveau national. Ils doivent être des coûts harmonisés au niveau national. Malheureusement, nous avons constaté sur le terrain que d'une commune à l'autre, ces coûts varient sur la base justement d'un arrêté de 2014, alors que c'est un arrêté qui est pris au niveau national. En 2021, nous avons eu à payer justement 30 000 francs au cadastre et 28 000 francs au domaine. Nous n'avons pas compris parce que ces frais n'étaient pas justifiés par des quittances, mais par des reçus. Nous avons adressé une correspondance donc aux autorités qui ont effectivement reconnu que ce n'étaient pas des frais qui étaient dus. C'est des frais indus. On nous a remboursé notre argent. On a repris le processus en 2022 et on nous a demandé de payer 8 000 francs au domaine. Ça veut dire qu'il y a un problème même au niveau des coûts parce que déjà, les populations ignorent ces coûts. Ils recourent quelquefois aux spécialistes qui maîtrisent le processus. Ils leur donnent des montants et qu'ils vont payer. Si bien que, bon, il n'y a pas de communication sur le coût, même les services fonciers ruraux, quelquefois, ils ignorent ces coûts qui doivent être payés au cadastre et au domaine. C'est vraiment une réalité sur le terrain. Et quelles pourraient être les conséquences directes? Les conséquences, déjà, c'est ce que le responsable du service foncier rural de Kamti vient de dire, c'est que les actes qui doivent être délivrés dans les délais ne peuvent pas être délivrés. Par exemple, nous avons 17 APFR qui devaient être délivrés en 2022, on n'a pas pu les délivrer. Et tout simplement, les dossiers sont restés au niveau du cadastre durant pratiquement une année jusqu'à la fin du projet. Ça, c'est dans la commune de Kamti. Okay. Dans la commune de Kamti. Et justement, si le dossier est bloqué ainsi, ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurisation. Quand il n'y a pas de sécurisation, c'est source de conflit. Monsieur Yanogo, et comment harmoniser alors ces coûts pour que ça ne lèse pas un peu la population? Comment est-ce qu'on peut arriver à harmoniser ces coûts-là? Alors, nous demandons déjà à l'État, et par la présence de M. Zidouamba sur le plateau,
déjà de revoir ces frais qui ne sont pas reconnus même, qui ne sont pas reconnus par des services fonciers ruraux et des bureaux domaniaux. Alors, je ne voudrais pas vous interrompre, mais M. Zidouemba, pourquoi des coûts qui ne sont pas reconnus? Qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas m'hasarder au niveau des impôts et au niveau du cadastre. Je ne voulais pas m'hasarder là-bas. Mais on dit que ce n'est pas reconnu. Voilà. Non, je voulais juste me limiter au niveau des APFR. Au niveau des APFR, effectivement, les coûts ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais là, il a si bien dit. En fait, c'est des arrêtés qu'au niveau de chaque commune, voilà, il décide de combien va coûter. Voilà, on se comprend. Mais là-bas, c'est chaque commune. L'arrêté de 2014, excusez-moi de vous interrompre, il est national. Ce qui veut dire qu'il s'applique à toutes les communes de Burkina Faso. D'où sort, je ne sais pas, ces contorsions de certaines communes pour se faire payer autrement. Bon, c'est vrai que vous ne les représentez pas voilà, sur ce plateau. Voilà, donc, ça fait que je reste prudent par rapport à ça. Mais les APFR, effectivement, il y a une différence de coût, mais c'est chaque commune qui décide de combien va coûter. Voilà. D'accord. Alors, M. Yanouron, on continue. Comment harmoniser ces coûts pour que ça ne pèse pas trop sur la population? Alors, nous pensons déjà qu'il faut que l'État même revoie cet arrêté de 2014 parce qu'il ne fait pas partie de la liste des arrêtés qui sont prévus par la loi de 2009, la loi 034. L'arrêté lui-même a un problème. Ne figure pas parmi les arrêtés qui sont énumérés par la loi 034-2009. Mais c'est une décision, c'est un acte juridique qui est brandi par les agents du cadastre et qui doit être effectivement appliqué. C'est déjà de revoir justement cet arrêté-là pour qu'on voit déjà si on peut même s'en passer. Parce que les populations déjà se plaignent du coût des APFR. Pour un paysan, pour sécuriser un terrain, il faut au moins 190 000 à 200 000 francs pour vraiment le moindre coût. Le coût est assez exorbitant pour les populations. Certaines communes ont travaillé à ce que la demande soit gratuite. Mais il faut déjà, nous avons une recommandation, en tout cas, c'est de voir si on peut se passer de cet arrêté, à défaut de légiférer clairement pour que les coûts soient harmonisés au niveau national. Ce que nous avons comme recommandation donc, à l'endroit de l'État. Merci, M. Yanouron. Réaction rapidement. Oui, en fait, je voulais signaler qu'ici, effectivement, au regard des coûts, là, le ministère de l'Agriculture, à travers un projet PFCFGA, accompagne les communes. Nous avons essayé avec la commune de Boudry. Cette année, on est en train d'accompagner 4 communes à la délivrance massive des APFR. Je pense que ça semble être un peu cadeau même. Hein. Voilà, ça semble être cadeau. Pour une femme, c'est 5 000 francs. Pour un homme, c'est 15 000 francs. Voilà, donc on l'a essayé avec Boudry. Cette année, nous continuons avec 4 communes. Voilà, mais je vous assure que c'est vraiment intéressant. C'est promoteur. À quand la mise à l'échelle, peut-être au niveau national? Oui, c'était c'est bien d'en faire pour une commune à Boudry. C'est une phase pilote. On peut espérer à quand pour l'élargir à toutes les communes? Sincèrement, on est là-dessus, mais on comptera également sur la commission justice, paix et qui paix. compte aussi pour voilà, qui doit nous accompagner également et on va élargir ça à toutes les communes. C'est ça. Merci. Maître, tout à l'heure, M. Zidouemba l'a dit, il est revenu sur la difficulté que les instances locales, en tout cas dans le secteur du foncier, ont pour fonctionner. Vous qui êtes un homme de terrain, quelle est la réalité exacte? Que se passe-t-il sur le terrain? Il faut dire certaines réalités de déformation qui existent, j'allais dire, dans le fonctionnement de façon globale dans les projets. Bon, oui, la définition légale d'un projet, c'est améliorer le fonctionnement du service étatique. C'est-à-dire, on vient renforcer son fonctionnement. Si vous remarquez, les projets sont devenus des sources de per diem. Bon, pourquoi on ne fait pas des per diem pour construire vos terrains à Ouagadougou, à Bobo ou ailleurs, les terrains lotis? Pourquoi on ne donne pas de per diem à ceux qu'on attribue des terrains pour construire? Parce que l'intérêt, il sait que c'est son terrain. S'il ne met pas en valeur, on va retirer. L'engagement est personnel. Bon,
dans les champs, si je repars dans nos traditions, coutumièrement, chacun connaît ses limites des champs et c'est sécurisé sur le plan traditionnel. Bon, je ne vais pas m'aventurer sur certains rites coutumiers pour dire si c'est ton champ, si ce n'est pas ton champ. Donc, quand on vient trop monnayer la question foncière, on perd de vue que nous sommes tous enterrés dedans et qu'on va y retourner. Quand on a dit que les communes doivent délibérer, puisque je fais partie, il a dit du MCI, on suppose que la commune, les maires sont issus de la localité. Ils connaissent la préoccupation des populations. Donc c'est à eux de délibérer pour fixer s'ils doivent faire gratuitement. Et quand je dis, par exemple, quand il dit 700 000 francs pour une CCV, une CV, oui, mais quand il parle de, par exemple, de carburant, mais si vous allez à vélo, bon, souvent on se comprend sur certaines thématiques, quoi. Parce que aller donner la formation, on peut la donner une seule fois, en mettant les documents à la disposition des gens. Il a parlé des chartes foncières. Oui, mais c'est mon champ. On était de passer de la coutume à la loi. Bon, si je refuse de passer, bon, à un moment donné, je vais rencontrer des difficultés. Donc, il faut bien leur expliquer. Et je vous dis, j'ai fait une expérience à Banfora où c'est les femmes qui ont amené leur mari à une formation sans per diem sur l'état civil. Si votre enfant n'a pas d'acte de naissance, il n'a pas de certificat de nationalité, il n'ira nulle part. Si vous ne lui expliquez pas bien, il va croire qu'il attend des per diem pour le faire. Mais quand vous l'expliquez bien, il agit lui-même. Donc, il y a une question de monnayage qui est en train de déformer certains principes de développement. C'est ce qui explique peut-être le coût assez élevé du fonctionnement de certaines instances locales, selon vous. Mais les maires savent que les populations, ils sont issus, les conseillers et autres, ils sont issus de la population. Ils connaissent quelle est... Ça, c'est quand ils étaient élus, hein? Parce que maintenant, là, on a des délégations spéciales, des hauts commissaires qui sont nommés en conseil des ministres, qui se retrouvent être responsables de communes. Là, la donne change un peu. Oui, mais ça change, ça ne change pas les populations. Absolument, elles sont toujours là. Ils ont leurs préoccupations qui restent les mêmes. Et quand on parle, par exemple, en termes d'harmonisation, les hauts commissaires, c'est eux qui contrôlent les communes. Ça veut dire que le haut commissaire contrôle l'activité des communes. S'il y a un dysfonctionnement, c'est au haut commissaire de corriger. Donc, bon, quelque part, quand on dit des dossiers traînent, la loi dit, quand vous déposez un dossier devant l'administration, si 2 mois, ce n'est pas traité, c'est considéré comme rejeté. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec cette assertion, mais c'est pourquoi j'ai parlé d'assistance administrative aux citoyens. Comprenez que nous partons de la coutume pour aller vers la loi. Si donc, pour vous, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de séances de sensibilisation. Non, d'information. Parce que la sensibilisation seule ne suffit pas. Ne suffit pas. Informer, sensibiliser. Former. Former. Le nerf de la guerre semble être l'argent. Le nerf de la guerre qui est l'argent semble faire défaut. Et pour faire bouger la machine, le foncier rural, M. Zidouemba, est-il le parent pauvre du ministère de l'Agriculture? Non, je ne dirais pas non. Parce qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, si vous suivez l'actualité aujourd'hui, vous comprendrez que ce n'est pas seulement le foncier rural. Mais je vous avoue que depuis qu'on a lancé l'offensive, là, beaucoup est fait pour sécuriser nos terres. Je vais prendre l'exemple. C'est bien vrai que, comment on appelle ça, la dotation ou l'accompagnement à la sécurisation, à l'obtention des APFR, là, c'est depuis l'année dernière qu'on a commencé. Mais cette année, vous allez vous rendre compte que les grandes plaines sont actuellement d'être immatriculées. Voilà, c'est pour éviter effectivement ces conflits-là. Voilà, et en plus du fait que je parlais de la subvention. Mais il y a aussi les partenaires. Ça, j'insiste. Parce que les partenaires font plus que l'État, en fait. Il y a le PARGFM qui est là aujourd'hui. Il y a ProSol. Il y a, comment on appelle, ProPFR. Il y a l'État. Il y a, je viens d'apprendre qu'eux aussi, ils sont dans l'appui également à la, comment on appelle ça, à la mise en place des instances, partant l'appui à l'obtention des APFR. Voilà. Donc, en fait, beaucoup de partenaires aujourd'hui qui interviennent au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc, ça va, vous ne souffrez pas trop? Non, bon, pas qu'on souffre. Le maître a dit tout de suite ici, bon, il y a la manière, en fait. Voilà. Bon, qu'on s'attelle à corriger, mais
ça reste un peu difficile quand vous connaissez un peu les acteurs terrain. C'est-à-dire il faut rappeler, il faut informer, il faut sensibiliser, il faut former. Voilà. Mais l'autre élément qu'on doit retenir également, par rapport à ce que Maître disait tout de suite, en fait, il y a les mouvements, comment on appelle ça, du personnel formé, ça c'est un. Il y a également le renouvellement. Si vous renouvelez une essence, il faut obligatoirement les former. Donc, en fait, c'est un peu ça la difficulté. Bon, l'argent, pour le moment, ce n'est pas suffisant, mais de toutes les manières, là, on compte sur... Mais est-ce qu'il n'est pas temps, pour m'inspirer de ce que Maître Ouattara disait, est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de relire ces mécanismes-là? Si on se rend compte que le fonctionnement d'une instance est si coûteuse et si budgétivore, mais le chef de l'État a coutume d'insister sur l'endogénéité. Il faut trouver des mécanismes endogènes. Est-ce que c'est impossible aujourd'hui d'aller vers là? Oui, la formation a pour objectif d'abord de permettre aux acteurs terrain, les services techniques, de pouvoir, comment on appelle ça, dupliquer. Voilà, ça c'est un. Le deuxième élément, c'est qu'avec les difficultés qu'on rencontre, il y a des mécanismes qui se créent en fait. Je vais prendre l'exemple de la charte foncière, locale. Avant, c'était les consultants qui élaboraient. On a eu un partenaire qui nous a accompagnés, et je parle de ProPFR, qui nous a accompagnés. C'est les acteurs eux-mêmes qui élaborent la charte foncière locale. Voilà. À des coûts de millions, aujourd'hui, le coût est tellement réduit. Ce sont ces systèmes-là, nous sommes en train d'aller vers ce système-là. C'est-à-dire les acteurs locaux vont faire le travail. Voilà. Et selon ce que nous revient, c'est assez légitime, justement. Oui, bon, c'est ça, oui. Parce que les acteurs terrain sont assez impliqués. Là, je me tourne maintenant vers M. Yanogo. Est-ce que c'est véritablement là qu'il faut aller? Consulter je veux dire quoi, les responsables locaux, les exploitants fonciers ruraux, les chefs coutumiers et autres, pour justement réviser ces mécanismes? Là, je suis en parfaite harmonie avec M. Zidouemba. Nous avons élaboré à la Commission de justice et paix 7 chartes foncières locales. Et sur les chartes foncières locales, il y a une charte qui a été élaborée par un consultant. La difficulté avec les consultants, ils sont assez coûteux. Et les chartes qui sont élaborées, justement, ne répondent pas aux besoins des populations parce que c'est des chartes qui sont des modèles bien élaborés juridiquement, mais qui ne répondent pas aux besoins des populations. Alors que les chartes élaborées avec la concertation des services techniques déconcentrés, les populations se retrouvent mieux dans ces chartes locales-là. Et c'est moins coûteux parce que tout est fait sur place. Donc, nous sommes vraiment en parfaite harmonie avec lui. Et même par rapport au CRV, 700 000 francs, je ne dis pas que c'est beaucoup, mais la loi également, c'est l'État qui l'a votée. C'est une loi vraiment du Burkina Faso. Ça veut dire que si on a voté la loi, on sait qu'une CCRV coûte 700 000 francs. Une CRV coûte 700 000 francs. Il faut mettre les moyens pour qu'on puisse les mettre en place. Nous avons mis en place au niveau de la Commission de justice et paix des CCRV avec moins de 150 000. Avec moins de 150 000 francs, ça veut dire que simplement au niveau de la collectivité, il faut que le maire travaille avec les populations, les villageois pour les mobiliser. Lorsqu'ils sont mobilisés, ils sont acquis à la cause, ils se donnent gratuitement. Nous avons mis en place une CRV récemment dans 5 villages de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso où, après notre départ, la mairie a pris l'initiative d'acquérir les registres pour les CCRV qui travaillent actuellement. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible de travailler à moins de 700 000 francs. Alors, si on s'en tient au budget justement qui permettent de pouvoir mettre en place ces structures-là, il va falloir revoir la loi. Je pense que la loi est actuellement en relecture. Il faut travailler à ce qu'on ait une loi qui est effectivement mise en œuvre. Il faut vraiment qu'on y arrive parce que lorsque la loi est votée et qu'on ne peut pas la mettre en œuvre et que les populations ne se reconnaissent pas dans cette loi, c'est vraiment difficile. Et là, je suis d'accord avec Maître. Il dit qu'il faut insister sur la formation. L'expérience que nous avons sur le terrain, lorsque les populations comprennent le contenu de la loi et qu'elles se retrouvent, c'est elles qui prennent l'initiative d'aller plus loin. D'accord.
Alors, Maître Ouattara, je me tourne vers vous à présent. Sur le terrain, nous constatons des plaintes relatives au nombre d'agents au niveau provincial et régional. C'est le cas notamment à Fada, où on se retrouve souvent avec 2 agents pour les 27 communes. Est-ce que cela ne favorise pas en quelque sorte la corruption? Bon, c'est vrai que la question de la transparence et de la bonne gouvernance, il y a des paramètres qui sont mis en place de contrôle. Il faut dire, quel que soit le nombre des agents, il y a un mécanisme. Les agents sont notés et on vous note à votre rendement. Et un agent est suivi par un supérieur hiérarchique, ainsi de suite. Vous voyez? Et votre travail est noté. Si je prends le cas de magistrat, un juge d'instruction, chaque mois, il est tenu de faire l'état de ses dossiers. Bon, maintenant, si cela n'est pas fait et que le supérieur ne fait rien, bon, comprenez qu'il y a une complicité, une duplicité qui entraîne des défaillances. Donc, sur le plan institutionnel, les structures sont organisées de telle sorte que le mécanisme de transparence joue. La question, est-ce que ça fonctionne? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, moi, je ne veux pas créer des problèmes en tel. Ah, moi, je ne veux pas créer des problèmes en tel. Pendant que le militaire qui nous défend, on rend encore hommage au VDP, aux militaires qui nous défendent, le militaire qui est au front, s'il dit, lui, il ne veut pas de problème, nous devenons des esclaves. Mais toi qui es dans le bureau, assis, tu dis, ah, moi, je ne veux pas créer de problème à un tel. Pendant qu'il y a quelqu'un qui est assis au front et qui te protège, toi. Bon, voilà un peu ce dysfonctionnement qui font que, quelle que soit la situation, chacun doit s'assumer et faire son travail comme s'il était au front. C'est ça la réalité. Mais malheureusement, beaucoup de défaillances sont constatées à ce niveau-là. Faire son travail comme il se doit. M. Zidouamba, est-ce que cet état d'esprit anime l'ensemble des départements qui interviennent dans la chaîne? C'est vrai que c'est le ministère de l'Agriculture qui tient le lead, on va le dire, sur ces questions foncières, mais c'est assez pluridisciplinaire. Il y a le ministère des Finances qui interviennent, les collectivités territoriales, il y a d'autres départements, vous avez parlé du ministère de l'Environnement. Est-ce que le tandem avec tous ces acteurs se passe toujours bien? Oui, ça se passe bien en fait. Mais seulement il y a un élément qu'il faut relever. Même nous travaillons aussi avec le ministère de l'administration territoriale dans le cadre de la mise en place des CRV, CCRV. Voilà, donc il y a également le ministère en charge de la justice qui souvent nous convoque par rapport à des thématiques liées à la gestion des conflits. Ce que je veux dire ici, en réalité, souvent, on a des doublons en fait dans les communes. On a des doublons, c'est quoi? Je vais prendre un exemple, la CCRV, la commission de conciliation foncière villageoise, qui est chargée de la résolution des conflits. Voilà, nous on appelle, eux ils font ça, c'est la GAC, gestion alternative des conflits. J'ai dit, c'est la conciliation, rien que la conciliation. Ils font tout pour que l'affaire ne parte pas en justice. Voilà. Il y a cet élément. Mais il y a également que le ministère de la Justice a un comité au niveau départemental ou bien c'est au niveau village qui est chargé également de la résolution des conflits. Vous voyez? Donc, ça, c'est un élément, en fait. Dans certains villages, il y a la cacophonie, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Vous savez, il y a de ces villages également, et les conflits là sont résolus par les pratiques traditionnelles. Vous voyez? Donc, ils font fi que les problèmes sont résolus, voilà, peut-être sans que la commission ne soit au courant ou sans que la commission n'intervienne. Oui, ça dépend de qui est en face de la commission. Vous connaissez bien le milieu rural. Voilà, donc je ne vais pas aller sur ça, mais c'est ça la réalité aussi. Donc il y a ce doublon que nous déplorons en fait. Bon, on pourra peut-être trouver, les ministères pourront en tout cas s'asseoir, voilà, pour voir cet élément. Mais maintenant, par rapport à la DGI, bon, je vais parler du ministère en charge des finances, environnement et autres. Je pense que nous communiquons assez. Voilà, si je parlais de l'État navette, voilà, vous comprenez. L'État navette, c'est à plusieurs niveaux. C'est entre les services techniques, agriculture, élevage, environnement, bon, plus bien d'autres. Mais il y a l'État navette également avec, comment on appelle ça, le ministère des Finances. Voilà, donc là, on se comprend.
Mais c'est la lourdeur là maintenant que vous avez si bien dit en introduction. Mais moi, je conseille toujours à nos producteurs, à nos parents, de suivre leur dossier. De suivre leur dossier. Voilà. Voilà, D'accord. J'espère qu'ils nous suivent ce soir. Très bien. Surveillez vos dossiers. C'est ça. Alors, Vous avez un mot à ajouter rapidement avant qu'on passe? Oui, justement, je voulais juste rapidement réagir par rapport à la question du doublon au niveau des instances là. Je pense que la loi est claire, la loi 034 est claire portant régime foncier rural. La CCRV a une compétence exclusive pour la gestion des conflits fonciers ruraux, pas une autre instance. Donc, dans chaque village, lorsque ce n'est pas la CCRV qui rend un PV de non-conciliation, le juge refuse de recevoir le dossier. Et je pense que la difficulté ressort vraiment dans les communes où nous intervenons, parce qu'il y a des communes où les CCRV ne sont pas mises en place. Ils n'arrivent pas à travailler alors qu'il y a des conflits fonciers. Les juges, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui permet que lorsque la CCRV n'existe pas, ou même si elle existe, lorsqu'il y a une instance qui est reconnue dans le village et qui a l'habitude de résoudre les conflits et qui arrive à produire un PV de non-conciliation, le juge accepte de recevoir le dossier. Ça veut dire qu'il y a quand même un effort qui est fait même au niveau local pour qu'on puisse résoudre les conflits par ces mécanismes-là. Mais lorsque on reconnaît que c'est le ministère de l'Agriculture, et précisément la DGFOMER, qui est chargée de la mise en œuvre de cette loi-là, nous pensons que vous devez vraiment travailler à ce que les populations soient mieux informées et formées sur la loi, de telle sorte qu'elles puissent s'approprier de ce qui est prévu. Parce qu'on sent déjà, nous, en tout cas en tant qu'acteurs sur le terrain, que les populations veulent des solutions à leurs problèmes. Il suffit seulement de leur expliquer les choses clairement. Ce que je voulais juste ajouter à ce que... Oui, je voulais, quand je suis de... Rapidement, allez-y, rapidement. Le ministère de la Justice, quand on dit... Non, le ministère de la Justice n'a pas d'autres instances au niveau du village, comme il a dit. Si on laisse passer ça, même s'il y a des doublons, ce n'est pas officiel. Maintenant, les instances locales, ce n'est pas le ministère de la Justice qui met les instances locales en place. Il y a le tribunal départemental, mais qui ne traite pas des questions foncières. Voilà. Enfin, à un niveau donné. Donc ça, il faut le dire. Mais j'arrête. D'accord, très bien. Je dois me parler des pratiques sur le terrain. Allez-y. Non, bon, en fait, je voulais juste revenir sur quand je parle du doublon, en fait. Et la commission de conciliation foncière villageoise n'est pas compétente pour la résolution de tous les conflits. C'est ça. Voilà. Conflit foncier. Donc, je vais prendre des exemples. Rapidement, parce que là, on n'a pas le temps. Voilà, très bien. Voilà, conflit lié à la gestion des ressources. Voilà, conflit de limites, conflit entre propriétaire terrain et un exploitant. Voilà. Mais par exemple, quand vous prenez un exemple, un truc lié à la pollution de l'eau, non, le CCRV ne se jette pas dedans. Mais en fait, oui, on peut ne pas, comment on appelle ça, vous pouvez ne pas voir ça de cette manière, mais nous avons des informations où il y a le CCRV, il y a également, comment on appelle ça, un comité qui est chargé de la résolution des conflits dans les villages. Oui. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que moi je peux appeler? Je vais appeler que c'est un doublon. Voilà. C'est votre impression. Oui, très bien. D'accord. Razak, mesdames, messieurs, puisqu'on parle de résolution de conflits, s'il y a bien une structure qui œuvre à prévenir les conflits, c'est bien la CJP. Je vous invite donc à aller à la découverte de la commission épiscopale et de son action pour une gestion apaisée du foncier rural. La commission épiscopale justice et paix existe depuis 2003. De par la volonté des évêques qui ont voulu mettre en place une structure en charge de la cohésion sociale, de la paix, des droits humains, les évêques ont voulu en faire leur instrument pour apporter leur contribution dans les domaines de la paix, de la cohésion sociale et des droits humains. Alors les objectifs, c'est, comme je viens de le dire, c'est apporter donc la contribution de l'Église à beaucoup plus de paix, instaurer la paix là où elle n'existe pas, la renforcer là où elle existe déjà, préserver les conflits, travailler à ce qu'il y ait beaucoup plus de cohésion pour faire, n'est-ce pas, de nos différences, n'est-ce pas, une richesse.
Voilà, et puis défendre les droits humains, surtout les droits des plus faibles. Donc il y a un choix préférentiel pour les personnes vulnérables, pour les personnes qui sont faibles, les marginalisées, les laissés pour compte. Alors en termes d'approche, je dirais que nous partons de la parole de Dieu, des Saintes Écritures. C'est vraiment la base de notre action, puisque c'est de là que nous tirons la lumière pour mener nos actions. En plus, la parole de Dieu, nous avons la doctrine sociale de l'Église. C'est toute la pensée qui a été déployée tout au long de l'histoire de l'Église et qui a trait avec donc la vie sociopolitique et économique. Voilà, c'est aussi sur cette base-là. Et puis, nous avons les enseignements des papes, des évêques, et sans oublier, bien sûr, les différentes lois de nos pays qui sont des instruments aussi qui nous permettent donc de travailler pour atteindre nos objectifs. Subsidiairement, nous apportons ce que nous aussi nous pouvons apporter pour accompagner l'État donc dans sa mission régalienne qui prend en compte tous ces aspects-là. Dans le cadre du programme Faso Veille porté par le laboratoire citoyenneté, la commission épiscopale Justice et Paix, CJP Burkina, s'occupe du volet cohésion sociale et réconciliation nationale sous l'angle du foncier. C'est dans ce cadre-là que nous mettons en œuvre notre programme dénommé Contribution des OSC et des médias au suivi citoyen des politiques foncières au Burkina Faso. Le projet intervient dans 3 communes, à savoir la commune de Kamti, région du sud-ouest, la commune de Wayugia, région du nord, et la commune de Fada Gourma, la région de l'est. En effet, nous avons mis en place des cellules de veille citoyenne au niveau des 3 communes d'intervention du projet. Et ces cellules de veille citoyenne sont composées de 8 membres chacune. Ces cellules de veille citoyenne sont également chargées de collecter un certain nombre d'informations sur le foncier, des informations comme l'état des conflits, la situation des conflits fonciers, la sécurisation des terres, la transaction des terres. À mi-parcours de la mise en œuvre du projet, nous sommes vraiment satisfaits des résultats déjà engrangés et nous comptons bien poursuivre nos actions dans les 3 communes d'intervention. Et ces actions vont consister notamment à organiser des émissions pédagogiques, à organiser également des émissions interactives. Cette émission aura pour particularité de permettre aux citoyens de pouvoir interagir avec les autorités communales ou les autorités en charge du foncier qui seront invitées sur le plateau. Nous allons aussi poursuivre avec l'organisation des journées de redevabilité et également continuer avec nos actions de plaidoyer. Monsieur Jean-Baptiste Yanogo, nous venons de suivre vos actions. Dites, quel est votre constat quant à la question du droit d'accès des femmes et des jeunes à la terre? Alors, il faut dire que cette question est assez sensible, même si la loi a résolu la question. Justement, il y a des localités où nous intervenons, où il est dit coutumièrement que la femme ne doit pas parler de la terre. Donc, à toute activité qui est organisée, les femmes ne sont pas là. Les femmes ne sont pas là. Et nous avons mis en place une cellule de veille citoyenne à Koudrou dans le cadre d'un projet. Et les filles qui ont été consultées pour être membres de la cellule, ayant consulté leurs parents, ne sont pas venues. Parce que tout simplement, on dit qu'elles ne doivent pas venir là où on doit parler de la terre. Alors que la loi a prévu que nous sommes tous égaux en droit. La Constitution l'a prévu, que ce soit la politique nationale sur le foncier, que ce soit la loi 034 portant un régime foncier rural, la loi 034 réforme agraire et foncière au Burkina. Tous ces documents reconnaissent que la femme a droit à la terre autant que l'homme. Nous constatons sur le terrain qu'il y a des réalités socio-culturelles qui tiennent encore. Ils font que les femmes n'ont pas... elles ont la terre peut-être pour l'exploiter, mais pour avoir un titre, ce n'est vraiment pas évident. Ce n'est pas évident. Nous avons eu une expérience quand même à Sapui, où durant 3 années, après les sensibilisations, à Sapui et à Kamti, nous avons pu
permettre à quelques femmes d'avoir des APFR dans ces localités-là, parce que les chefs coutumiers ont reconnu que la femme est vraiment une actrice réelle de développement au niveau local et qu'en ayant une terre, elle peut contribuer justement parce que la PFR permet d'avoir des prêts, permet donc à la femme de pouvoir développer donc son activité. Vous voyez ce qu'on a comme constat donc sur le terrain par rapport aux droits des femmes, au droit d'accès des femmes à la terre. Il y a le défi de l'accès des jeunes et des femmes à la terre. Il y a aussi l'autre volet qui a été occasionné avec l'avènement de l'insécurité, cette crise qui frappe de plein fouet le Burkina Faso depuis 2015. Je pense notamment à l'avènement des PDI, les personnes déplacées internes. Elles ont fui les localités, les affres terroristes pour se retrouver dans des communes assez sécurisées. Là également, la question de la terre se pose avec acuité. Le constat sur le terrain dit quoi? Alors, sur le terrain, il faut dire qu'il y a des conflits qui naissent, qui sont nés, qui naissent encore, du fait justement de la cohabitation entre population haute et PDI, personnes déplacées internes. Vous savez qu'au départ, on mettait en place des camps pour recevoir les PDI. Il s'est révélé justement des questions d'insécurité, d'hygiène publique. Et à Fada, où nous intervenons, les autorités ont décidé de ne pas mettre en place des camps. Elles ont demandé aux populations de recevoir volontairement les PDI. Alors, la difficulté à ce niveau, c'est que les PDI sont venus prendre d'assaut la ville. Quelquefois, c'est des maisons inachevées qui sont occupées par ces PDI, des terrains nus où les personnes déplacées internes sont obligées de mettre en place des huttes pour pouvoir s'abriter. Alors, je pense aussi que ce qu'on a comme constat sur le terrain, particulièrement à Fada, c'est l'accompagnement justement des structures pour que les PDI soient vraiment bien installés. Il s'est avéré que les populations hautes se plaignent parce que les PDI sont nantis, puisqu'elles ont la terre, elles sont accompagnées. Cela a créé beaucoup de conflits. Il faut le dire que même au niveau de la scolarisation, avec l'accompagnement donc des PDI, dans la ville de Fada, par exemple, il y a des établissements qui ont fait de la surenchère au niveau des frais scolaires, ce qui joue sur les populations hautes qui sont sur place. C'est la même chose au niveau des frais dans les centres de santé privés, pour dire qu'il faut vraiment que les autorités prennent vraiment à bras le corps ce problème-là, ne laissent pas seulement les structures, les OSC, la société civile agir, comme Maître l'a dit. La société civile agit à titre subsidiaire. Et pour des questions vraiment qui sont sources de conflit, nous pensons que l'État doit s'impliquer davantage pour expliquer effectivement aux populations que le vivre ensemble est important et également éviter les injustices qui naissent justement de l'accueil des PDI. Vous faites si bien de le dire parce qu'on constate également que ces questions passionnent le public sur la toile. On parle même tantôt d'appel à la haine. Qu'en est-il? Notre partenaire Faso Check, plateforme burkinabé de fact-checking, nous en dit plus. On voit tout à l'heure et on revient. Les conflits fonciers ruraux donnent souvent lieu dans notre pays à des messages qui peuvent être assimilés à des discours de haine, des messages plus ou moins violents. Même s'il n'y a pas de définition universelle de la notion de discours de haine, on peut retenir avec les Nations Unies qu'il s'agit de tout type de communication, orale ou écrite, ou de comportement constituant une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité. En d'autres termes, de l'appartenance religieuse, de l'origine ethnique, de la nationalité, de la race, de la couleur de la peau, de l'ascendance du genre ou d'autres facteurs constitutifs de l'identité. Et ce type de communication est observé en amont comme en aval de certains drames que notre pays a connus dans le domaine du foncier rural. Il est difficile, il faut le reconnaître, d'établir un lien de causalité directe entre des messages de haine clairement identifiés comme tels et des conflits qui en auraient découlé directement. Par contre, avec quelques recherches, Faso Check a réussi à retrouver, à la suite de conflits fonciers rapportés par la presse ou par de simples utilisateurs des réseaux sociaux, des réactions qui pourraient être constitutives de discours de haine tels que définis précédemment. Parfois, c'est fait de façon subtile,
ou dans la plaisanterie pour masquer justement le discours de haine. C'est l'exemple en 2018, juillet 2018, sur un article rapportant un conflit foncier arbolé dans le Passoré, où 2 personnes ont perdu la vie et 8 autres blessés, et où un internaute a écrit ceci: « Le bilan est très maigre, prochainement il faudra plus de morts, trop de moussis maintenant ». Attention, l'auteur du commentaire évoque la parenté à plaisanterie entre Samo et Mossé pour justifier sa réaction, mais c'est un message qui pourrait être sujet à interprétation compte tenu particulièrement de l'audience presque infinie de l'Internet et particulièrement de Facebook. Et de tels propos peuvent donc créer des différends basés sur l'ethnie. Sur une autre publication concernant un autre litige autour d'un terrain agricole, cette fois-ci entre des populations de Sitiena et Djongolo dans la Komoué en juin 2019, un utilisateur a écrit ceci: quelqu'un venu d'ailleurs veut s'approprier ce qui ne lui appartient pas. Pourquoi devrais-je accepter de devenir étranger chez moi? Il essaie ainsi de justifier un drame en indexant comme coupables ceux qu'il considère comme étrangers. Un autre commentateur insinue que ces conflits sont du fait des riches qui s'accapareraient les terres donc pour les louer ensuite aux enfants des propriétaires terriens. Des terroristes, tout simplement. C'est ce qu'écrit un autre internaute sur une autre publication faisant cas d'un conflit familial autour de la terre à Bogandé fin octobre 2023, terminé malheureusement dans le sang. Hélas, des messages de ce type, on en rencontre souvent. Ils sont nombreux sur la toile et peuvent créer malheureusement de nombreux conflits, de nouveaux conflits ou exacerber même des conflits existants. Jusqu'ici au Burkina, il n'y a pas de loi spécifique à ces discours de haine, mais plusieurs instruments légaux existent qui condamnent ces discours de haine, à commencer par la Constitution qui bannit toute forme de discrimination basée sur l'identité. Et le Code pénal précise à ses articles 322 et suivants les peines encourues qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et 5 millions de francs CFA d'amende. N'oubliez pas, et on termine avec ceci, FassoCheck est toujours disponible sur son numéro WhatsApp. Si vous avez des informations que vous souhaitez vérifier, vous pouvez les soumettre au numéro 68 69 41 07. Retour sur ce plateau et c'est l'heure de donner la parole à notre public, composé ce soir essentiellement de membres de cellules de veille citoyenne de la Commission épiscopale Justice et Paix Burkina. Je rappelle que vous venez de Waïgouya, Sapui et Saba. Bonsoir à tous, une fois de plus. Alors, la parole est à vous. On commence par ma droite. Est-ce que quelqu'un a une réaction, une analyse, une interpellation? En tout cas, le micro est ouvert. Moi, je me nomme Romaric Marie-Kéné Bado. Je voudrais interpeller l'expert du ministère de l'Agriculture ici présent par rapport à 2-3 inquiétudes. La première inquiétude, c'est par rapport au coût de la mise en place des différentes structures au niveau des villages. Mais 700 000, 2 fois, c'est beaucoup élevé. Il faudrait qu'au niveau du ministère, ils trouvent des mécanismes afin de pouvoir rendre opérationnelles ces structures. Bon, 700 000, c'est vraiment beaucoup. Et si ces structures doivent fonctionner, avec quoi vont-elles fonctionner? Voilà, là, c'est ma première préoccupation. Ma seconde préoccupation, c'est par rapport au PDI. Que prévoit le ministère de l'Agriculture, bon, parce que c'est le ministère de l'Agriculture ici présent qui représente l'État. Donc, prévoit l'État pour que ces populations qui n'arriveraient plus à retourner chez elles puissent acquérir des terres et pouvoir les exploiter sans qu'il y ait un conflit avec, bien sûr, les autochtones. Donc, ce sont là mes 2 préoccupations. Merci beaucoup, M. Bado, pour votre intervention. On va répondre du tic au tac. Je pense que c'est mieux. Ça permet d'aller plus vite. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. Oui, très bien. Le coût par rapport à la mise en place des CFV et CCFV, voilà, je disais qu'on est en train de chercher une alternative pour que la mise en place de ces commissions-là soit faite au niveau local, par des agents déjà formés ou bien des acteurs déjà formés pour pouvoir mettre en place. Parce qu'en fait, oui, il y a la mise en place, mais le renouvellement pose problème. Parce que chaque 3 ans, c'est vite arrivé en fait. Voilà, donc il faudrait une structure locale qui serait chargée de mettre en place. Donc nous travaillons pour ça.
Et que faire pour les PDI? Et oui, il a dit avec quoi? Avec quoi? Bon, c'est l'alternative là qui nous permet de résoudre ce problème-là. Au niveau local, ça serait moins de coûts. Voilà. Mais maintenant, les PDI, là, le ministère vraiment a déjà beaucoup fait. C'est-à-dire, dans les zones où les PDI viennent et qu'il y a aménagement, une bonne proportion est réservée à ces PDI. Voilà, ça, je vais prendre l'exemple de Bagré, je vais prendre l'exemple de Banzon, je vais prendre l'exemple de, comment on appelle ça, Dourou. Dourou qui est là, c'est bien vrai que c'est un aménagement, mais déjà, c'est prévu une bonne proportion pour ces PDI. Il y a d'autres zones où les PDI sont plus en affluence? Oui, en fait, oui, nous, on fait ce qu'on appelle la négociation foncière. Okay. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Boulsa, où le ministère de l'Agriculture fait ce qu'on appelle la négociation foncière pour permettre à ces PDI-là d'exploiter. Voilà, mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle même des contrats, en fait. Okay. Des contrats pour les permettre d'exploiter. Et bon, après, le propriétaire terrien reste toujours propriétaire terrien. Merci, M. Zidouemba. Voilà. D'autres réactions à ma droite? Allez-y, vous présentez et puis vous posez votre question ou partez pour votre intervention. Ok, je suis Parabelem Koulari, je suis du CVC Ouaïga. J'ai une question à l'endroit de M. Zidouemba, c'est par rapport au suivi des dossiers. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une disposition légale qui oblige le citoyen à suivre son dossier ou bien c'est lui ses conseils en tant que expert dans le milieu? Parce que cette question de suivi de dossier, puisque nos CVC travaillent en étroite collaboration avec les services domaniales des mairies, ils disent également que les dossiers traînent beaucoup au niveau des services techniques. Et souvent, ils sont obligés de dire aux citoyens d'aller voir. Et quand ils aillent pour voir, on demande souvent des frais dont eux n'ont pas connaissance. Par exemple, les frais de traitement de dossier. Je pense qu'ils utilisent bien le terme. Voilà, donc ils disent qu'on réclame souvent des frais de traitement de dossier. Et pourtant, si vous demandez les conditions pour avoir une APFR au niveau des services de la mairie, ça n'y est pas, ça n'y figure pas. Et pourtant, devant, on demande aux citoyens des frais de traitement de dossier. Donc moi, je me dis, si on peut, comme on dit que la loi est en relecture, s'il peut prendre ça en compte, pour qu'il y ait une porte d'entrée du dossier et une porte de sortie, là, le demandeur se contente de déposer à la porte d'entrée et attendre son dossier à la porte de sortie pour éviter les contacts, parce que c'est de là viennent les raquettes qu'on observe souvent. Aussi, on voit que sur les APFR, il y a les relevés cadastrales, là, bon, on ne met pas ça. Ça veut dire, ils appellent ça référence cadastrale. Donc, ça veut dire qu'on ne met pas ça sur les APFR. Pourtant, souvent, le service domanial de la mairie même demande. Mais quand les avis des techniciens reviennent, on n'associe pas ça. Je ne sais pas s'il y a une disposition qui interdit à ce qu'on mette ça. Parce que si c'est mon terrain, s'il y a quand même toutes ces références là-dessus, bon, ça convainc plutôt plus mon interlocuteur quand il prend mon dossier. Il peut taper sur Internet, savoir mon terrain est vers où, ainsi de suite. Mais on refuse de donner ces informations, par exemple. Je vais savoir, est-ce que cela est lié à une disposition légale qui interdit ça, ou bien c'est laissé à l'appréciation de l'agent qui décide de mettre ou de ne pas mettre. Merci. Merci beaucoup, M. Parbelguem, pour votre intervention. M. Zidouemba, oui. Alors, suivre son dossier, est-ce un conseil de l'expert Zidouemba ou une disposition légale? Oui, ça fait rire quand même. Non, en fait, oui. Oui, en fait, c'est un conseil. Bon, il n'y a pas de disposition légale qui dit de suivre. Voilà. Mais bon, quand tu as assis ton dossier traîne, mais il faut aller à la source quand même pour voir à quel niveau se trouve mon dossier. Voilà, ça c'est un conseil. Voilà, il ne faut pas t'asseoir à attendre. Voilà, mais en fait, c'est... bon, ça c'est... Je parle en tant qu'homme de terrain aussi. Hein. Voilà, il y a une réalité aussi. C'est-à-dire, vous savez, le producteur, l'agent qui est assis au bureau, il a combien de personnes qui doivent appeler pour dire, venir, ton dossier est prêt? Combien? Donc, quand on regarde sur cette base,
il n'y a pas l'argent pour ça, pour ces appels-là. Voilà. Donc, c'est un élément, je caricature un peu pour que vous voyez ce que ça vaut, quoi. Voilà. Donc, il faut aider l'argent, là. Il faut aider l'argent en allant vers ton dossier. C'est là que les petits pots de vin se glissent. Ah, non, parfois. Mais bon, si tu as 1000 Allez-y personnes... pour la deuxième question. D'accord. Relevé cadastral, bon, ça, je vous avoue que je ne suis pas informé par rapport à cette réalité-là. D'accord. Voilà. Donc, il y a... Monsieur Maître Ouattara, oui, il y a une petite précision que je voulais donner. Allez-y, que le Premier ministère avait donné en son temps, lors de l'atelier du 29, tout de suite là. Ça veut dire, en ce qui concerne, par exemple, les PDI, bon, il faut faire attention pour délivrer des APFR à certains API, à certains PDI. Voilà. Ils avaient mis la précaution parce que l'intérêt, c'est quand même que les gens retournent là où on les a chassés. Ça, c'est parce qu'on a vu effectivement des PDI qui ont eu APFR, qui ont essayé de vendre. Voilà. Par rapport au suivi des dossiers, il y a une loi qui impose à chaque service de laisser à la porte la procédure. Elle date de 98, c'est un décret qui impose au service qu'avant d'entrer à service, tu devais avoir à l'entrée la procédure de traitement de ton dossier, le cours, la composition du dossier, et si tu ne comprends pas, on devrait se traduire à sa langue. Ça date de 98, je n'ai jamais vu ça en œuvre. C'est sûr que les agents eux-mêmes n'ont pas connaissance de ce texte. Allez-y. Merci bien. Je suis Bambara Roch Germain, membre CVC de la commune de Samba. J'ai deux questions pour M. Zidouemba. Premièrement, je souhaite savoir, dans la pratique, quelle est la nature de collaboration entre la DGFOMER et les services fonciers ruraux. Deuxièmement, dans nos activités, on constate surtout dans les villages qu'il y a des espaces qui ne sont pas sécurisés, notamment des écoles, des CSPS, et cela au su, en fait, des collectivités territoriales. Donc, du coup, j'ai envie de savoir qui est responsable de la sécurisation de ces espaces. Merci. Merci beaucoup, M. Bambara, pour votre intervention. Allez-y, M. Zidouemba, pour les réponses. Très bien. En fait, la nature de collaboration entre les SFR et la DGFOMER, bon, c'est vraiment les formations. Hein. Les formations. Nous formons les SFR, services fonciers ruraux, pour qu'ils puissent délivrer comme il se doit comment on appelle ça, les actes fonciers. C'est beaucoup plus la formation. Voilà, donc si nous avons besoin de données en lien avec les APFR et autres, voilà, c'est à eux, nous repartons pour qu'ils nous transmettent les données c'est cette relation de formation. Mais c'est avec la mairie. Voilà, en fait, c'est la mairie. Nous appuyons. Voilà, donc le SFR étant un élément de la mairie, voilà, il bénéficie de tout ce qu'on a fait comme accompagnement à la mairie. Voilà, je veux dire également les formations, mais également, ils sont dotés en logistique. À certains niveaux, on a construit des bâtiments pour eux. Et comment on appelle ça, l'immobilier, en tout cas, on a fait assez pour eux. En tout cas, c'est notre relation. La deuxième question. La deuxième question, oui, de certains sites. Les espaces, les espaces. Bon, en réalité, je vais prendre un exemple sur nous. Au niveau du ministère de l'Agriculture, on a demandé à ce qu'on recense tous les domaines du ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire les infrastructures ou en tout cas les domaines du ministère de l'Agriculture. Nous les avons recensés et après ça, qui doit sécuriser? Ce n'est pas nous. Il y a une structure nationale qui est mise en place, qui est l'ANDFOP, Agence nationale des domaines du foncier et des organismes publics. C'est cette agence-là qui est chargée d'immatriculer. Mais c'est à vous d'aller vers cette agence. Voilà. Donc, nous sommes partis vers l'agence. On a commencé par Bobo Dioulasso. Tous nos infrastructures et domaines de Bobo, en fait, on en a commencé pour étendre ça. Oui, de la même manière, vous aussi, si vous voulez sécuriser votre école, immatriculer votre école, votre CSPS ou tout autre domaine, allez-y vers l'ANDFOP. L'ANDFOP est là pour ça. Merci beaucoup, M. Zidouemba. S'il n'y a pas d'autres questions, allez, la dernière question. Allez-y, monsieur, vous présentez et vous posez votre question. Moi, c'est Nébila Émile Bado. Je fus
un ancien agent du ministère de l'Agriculture. Je suis même chef SPFOMER, mais vraiment j'ai été un peu édifié par les gens de Camti, ce qu'ils ont dit, et je retrouve que c'est une vraie réalité. Et j'étais au SPFOMER, il faut dire qu'il manque beaucoup d'argent pour le suivi du foncier. J'étais pratiquement seul pour toute une province. Alors là, il faut que le ministère revoie à ce niveau pour qu'il y ait quand même beaucoup d'argent. Sinon, la loi elle ne pourra jamais être fonctionnelle. Également, ce que j'ai ajouté, c'est la gestion des structures locales sur le foncier, les CV, les CCFB. On les met en place, mais il n'y a pas de suivi et d'accompagnement. On peut les mettre 3 ans durant, aucun agent ne va passer là-bas. Aucun agent ne passera pour voir est-ce que les CV fonctionnent et que les CV fonctionnent. Cela n'a jamais été fait. Donc, j'attire leur attention là-dessus. Il ne s'agit pas de mettre pour mettre, il faut mettre à suivre et accompagner pour que vraiment ils puissent jouer leur rôle. Merci. Merci beaucoup, M. Badour. Ça, c'est juste un avis. Oui, c'est un apport, mais je voulais juste dire qu'en réalité, ces instances-là, en fait, ils n'ont pas un budget comme ça. Ils fonctionnent sur la base du budget du ministère comment on appelle ça, de la mairie, en fait. Voilà, c'est la mairie qui est chargée de les accompagner. Voilà, comme le CVD, en fait. Vous savez, ils n'ont pas de budget. Voilà, donc, mais maintenant, bon, l'État mettre en place et venir encore sur, c'est d'abord la commune. Voilà, et après maintenant, l'État. Je vais prendre un des exemples, en fait. Il y a des communes qui ont écrit à la DGFOMER, Direction Générale du Foncier, de la Formation, de l'Organisation du Monde Rural, pour demander un appui financier, un appui technique. Voilà, donc ça vient, quand ils viennent, nous on dit non, il n'y a pas de problème. Voilà, à la limite de nos moyens, on les accompagne. Voilà, mais c'est avant tout la mairie. Merci beaucoup, M. Zidouamba. À ma gauche maintenant, y a-t-il des réactions? Madame. Moi, c'est Tibiem Zongo. Je suis membre de la cellule de veille citoyenne sur le foncier Samba. J'aimerais revenir sur l'accès des femmes à la terre. C'est un plaidoyer que je lance à l'endroit du gouvernement ce soir. La loi n'est pas connue par bon nombre de citoyens et par ricochet, les femmes surtout. Donc, moi, je plaide à ce que vous élaborez des mécanismes, des politiques et des actions concrètes pour que les femmes soient au parfum de leurs droits fonciers. Ça peut être des sensibilisations, des formations pour l'acquisition même des APFR. Voilà. Il y a des femmes qui peuvent avoir un lopin de terre, mais elles ne savent pas à quelle structure je vais m'adresser pour avoir mon APFR. Je pense que les sensibilisations peuvent se faire au niveau local avec peu de moyens. Et ça va contribuer vraiment à l'épanouissement économique des femmes. Puisque aujourd'hui, pour développer les commerces, les femmes ont besoin de ressources financières. Et pour s'adresser aux institutions financières, on demande souvent des titres fonciers. Ben, les femmes n'en ont pas. Elles font comment? C'est bien vrai que l'État a des mécanismes qui financent les femmes sans garantie, mais vu la forte demande, ça ne peut pas couvrir toutes les femmes. Donc nous allons proposer en tout cas des actions concrètes au niveau des communes, des communautés qui n'ont pas en tout cas d'obstacles socioculturels de faire cette sensibilisation. Mais il y a des communes aussi où il y a des obstacles socioculturels. Là-bas, il n'y a pas à négocier. Ils disent non, la femme, on ne parle pas de terre à la femme. La femme n'a pas droit à la terre. Donc, dans ces contrées, moi, je pense que le gouvernement peut faire des octrois de crédit agricole aux femmes. Donc, ça va leur permettre d'avoir, en tout cas, des terres pour exploiter. Et je pense que petit à petit, avec les sensibilisations, on peut arriver, en tout cas, un jour à se tasser des femmes, en tout cas, à la terre. Merci beaucoup, Madame Zongo, pour votre intervention. Autre réaction? Je voulais juste... Allez-y, si 10 secondes. Très bien. Non, en fait, c'est juste dire que le ministère de l'Agriculture, là, avec le système de la subvention, là, que je parlais, les communes pilotes, là, en fait, c'est pour étendre à beaucoup plus de communes. Voilà. Bon, dire à une femme, donner 5 000 francs pour... je pense que ça, quand même, c'est des facilités. Et plus loin, quand vous prenez presque tous les aménagements, les plaines et autres, il y a une proportion importante pour les femmes et les jeunes. Voilà, donc sur ces deux éléments-là, en tout cas, je pense qu'au finish, voilà, la proportion des femmes qui auront accès
qui auront leur APFR ou autre là, ça serait multiplié par 2, par 3, sinon par 5. Voilà. Donc, et je vais plus loin. Quand on parle de plaine, là-bas, c'est des baux. Aujourd'hui, la tendance, là, c'est des baux. C'est dit, juste quand on te donne un papier qui a la valeur d'un PIH, voilà, qui te permet de faire, tu peux aller prendre un prêt, tu peux aller, en tout cas, tu peux vraiment, comment on appelle ça, prendre un prêt conséquent et réaliser ce que tu veux. Merci, voilà. M. Zubemba. Autre réaction par là? Moi, c'est Kamboulé Florent. C'est par rapport à l'élaboration des lois. Je trouve toujours que la population lambda est toujours étrangère aux lois. On parle des lois et ceux qui sont concernés beaucoup plus par la loi n'est pas au courant de l'élaboration jusqu'à la prise en compte, jusqu'au vote même de la loi. Par exemple, la loi 034 qui a été élaborée, qui a été prise et votée, la population lambda n'est pas au courant de ça. Bon, je vois, donc la mise en application de cette loi va causer problème, ça va coincer. Je reviens un peu par rapport aux espaces publics de l'État. Si on prend par exemple les écoles, les formations sanitaires, vous dites tout de suite que non, il appartient à ces écoles, ou bien il appartient peut-être à ces formations sanitaires-là, d'adresser une demande à quoi encore là, à l'ANDFOP oui, pour sécuriser les domaines. Moi, directeur d'école, ou bien moi, je suis chef ICP, c'est à moi de formuler une demande pour sécuriser un domaine de l'État. Il est vrai que je suis le dernier de la chaîne en termes de responsables pour cela, alors que par an, il y a des fiches statistiques qui sont envoyées au niveau de l'État. Et l'État est au courant du nombre des écoles qu'il a, l'État est au courant du nombre des formations sanitaires. Et en même temps, l'État n'est pas capable de sécuriser ces mêmes domaines. Alors qu'on sait qu'avec la population galopante, ces domaines sont en train d'émietter. Une école, sur les fiches statistiques, dirait par exemple, j'ai 5 hectares, alors qu'en réalité, peut-être c'est 4 hectares. Donc, à l'implantation même des écoles, pourquoi tout ce travail n'a pas été fait? Bon, comme on ne prend pas le temps, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, M. Florent. Non, mais je vais réagir par rapport à ce qu'il dit. Non, l'État est quand même organisé. Hein. Si c'est une école, on a un ministre de l'école, de l'enseignement, c'est lui qui prend en charge ces démarches-là. Bon, sinon, il n'appartient pas aux écoles de faire les demandes pour la circulation des lieux publics. Et de toute façon, le document qui leur est délivré, c'est un document public, ce n'est pas un document privé. Voilà, ça, il faut le dire tout de suite. Hein. Et vous avez totalement raison de dire, il y a un ministre des écoles, il y a un ministre de l'agriculture, il y a un ministre de la justice. L'agent qui est mis en place, il centralise les domaines publics. Donc, ce n'est pas aux écoles. Ça, il faut le dire tout de suite. Hein. Voilà, je tiens quand même à rectifier ça. Voilà, je vais juste ajouter à ce que Maître a dit. Oui, en fait, oui. Si je l'ai dit que l'école, c'est... Bon, peut-être ça a été... Sinon, c'est le ministère. Voilà. Par exemple, nous, c'est le ministère qui a fait ce travail. Quand vous prenez au niveau de l'armée, c'est le ministère qui... Voilà, je pense que là, il ne faut même à commencer au niveau de l'armée. Mais quand vous prenez les autres, c'est à partir du ministère. Voilà, donc ça c'est... Mais maintenant, je voulais revenir à l'élaboration de la loi là. En fait, l'élaboration a été participative. Hein. Toutes les composantes, voilà, toutes les... comment on appelle ça parties prenantes. Toutes les parties prenantes étaient là. Voilà, donc, bon, mais comme on ne peut pas regrouper individuellement les Burkinabés pour faire, bon, je pense qu'il y a eu des représentants. Voilà, ça a été participatif. Mais maintenant, bon, les insuffisants dont vous parlez, je pense qu'on reconnaît. Voilà, mais sinon, ça a été participatif et accepté par tous. Merci, M. Jidouamba. D'accord, nous tirons inexorablement vers la fin de cette émission, mais avant, un dernier tour de table et nous commençons avec vous, M. Yanogo, des pistes de solutionnement ou bien des recommandations pour une meilleure gestion du foncier rural. Alors, pour une meilleure gestion... Rapidement, 30 secondes quand même, chacun. Oui, pour une meilleure gestion du foncier rural, nous avons déjà formulé nos recommandations depuis le départ. Nous comptons vraiment sur le ministère de l'Agriculture et les autres ministères qui sont impliqués dans la gestion du foncier pour que, en ce moment vraiment de relecture des textes-là, on puisse prendre en compte l'opinion de la société civile qui représente vraiment les citoyens et qui répercute les réalités des citoyens donc sur le terrain. Nous recommandons vraiment que ce soit pris en compte, qu'on ne se limite pas aux résultats des voyages d'études pour élaborer les textes, mais qu'on tienne compte de ce que la société civile amène comme résultat donc, du terrain.
pour améliorer donc la gestion foncière au Burkina. D'accord. Maître Ouattara, une question que bon nombre de Burkinabés se posent. Je suis citoyen, je suis face à une injustice ou un conflit foncier rural. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est ce que je parle en termes d'information. On devait faire quand même des capsules juridiques dans les langues de chaque citoyen, où que vous trouvez, pour qui vous explique avec des dessins, des schémas, qui vous montrent quelle est la démarche à suivre et quel est l'aboutissement. Si vous allez aller voir le greffier, par exemple, on vous dit c'est quoi le greffier dans votre langue en termes de référence à vos us et coutumes. Vous voyez, c'est ce qui manque. Ça veut dire que l'utilisation de la loi par chaque citoyen devrait être... Parce que la loi, c'est quand même fait pour le citoyen. Ce n'est pas fait pour être classé dans les bureaux. Or, malheureusement, on a des lois qui datent de je ne sais pas de combien d'années qui ne sont jamais appliquées. Donc, face à une injustice, il y a des procédures normales à CCV qu'on saisit en premier lieu, qui PV de conciliation, non-conciliation. Non-conciliation, vous allez devant le tribunal. Comment saisir le tribunal, huissier, assignation, vous voyez tout ça. Cette terminologie-là, ce n'est pas abordable à tout le monde. D'accord. Monsieur Zidouemba, et vous avez écouté les uns et les autres? Très bien. Oui, en fait, je voulais dire ici qu'en réalité, la relecture, là, ça ne se fait pas sans les OSC. Ils sont partie prenante. Et je pense qu'ils vont se comprendre lors de la validation. Et l'autre élément, au niveau du ministère de l'Agriculture aujourd'hui, nous avons un défi. Le défi, c'est de pouvoir mettre en place toutes les instances. Je vais parler des CRV, CCRV, dans tous les villages du Burkina Faso. Ça, c'est un défi pour nous. Voilà, la formation, la sensibilisation, et vraiment, comment on appelle ça, arriver à mettre comment on appelle ça, à l'ISAL national. Ça, c'est vraiment un défi pour nous. Et l'autre élément, c'est de féliciter ici les partenaires. Les partenaires font beaucoup pour nous dans le cadre de l'accompagnement des communes à la mise en place des CRV, CCRV. Voilà, donc le processus est un peu long, mais je pense qu'en tout cas, ils acceptent de nous accompagner. C'est le lieu également de demander à la CGP de nous accompagner. De nous accompagner, on va aller plus loin et plus vite. Voilà. Merci M. Zidouemba, mais avant de nous quitter, une dernière question. Je suis un particulier, je vais disposer de terres en milieu rural pour un projet agro-silvopastoral. Tout de suite, quelle est la démarche à faire? Je veux par exemple des terres, je ne sais pas, à Sapui, pour mettre en œuvre un projet agro-silvopastoral. Tout de suite, qu'est-ce que je fais? Oui, en fait, c'est prévu les transactions. Voilà, c'est dit, soit quelqu'un va vous vendre sa terre, ou bien il va vous mettre en location sa terre. Voilà, donc je pense que c'est les deux éléments là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas permis, selon les textes, de vendre une terre qui n'est pas sécurisée. Voilà, donc c'est ça la réalité. Et si c'est la location aussi, voilà, comment on appelle ça, il vous fera la location conformément au texte en vigueur. Voilà, et c'est à vous maintenant de voir dans quelle mesure vous pouvez vous orienter dans le cadre de votre production. Sinon, il y a la transaction, ça c'est pas interdit. Okay. Mais si c'est pour payer, sachez que là où vous devez payer, assurez-vous que la terre est sécurisée. Okay. Voilà. Et je voulais, permettez-moi, quand vous prenez l'exemple de Sapui et Léo, vous allez payer une terre qui est déjà la propriété de quelqu'un. On vous vend encore cette même terre. Vous voyez ce... Double attribution. Voilà, ce double attribution. Mais maintenant, c'est de conseiller également, si vous voulez payer, faites-vous référence au niveau cadastral pour qu'il vérifie est-ce que là où moi je vais payer, ça n'appartient pas à quelqu'un. Sinon, vous serez victime de ces situations que nous voyons ces derniers temps. Voilà. Merci beaucoup, M. Seydou Zidouemba. Merci. Vous voulez ajouter un dernier mot rapidement? 5 secondes, allez-y. Oui, mais si vous êtes propriétaire terrien et que vous voulez passer à la légalité, il y a un dossier que vous faites. C'est la PFR, l'attestation de possession foncière, dont l'origine veut dire que l'État est venu trouver nos parents sur leur terre. Sans laquelle on ne peut pas vendre de terre? Normalement. En principe? En principe. D'accord. Merci donc à Maître Bako Bruno Ouattara. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé sur le foncier rural. Merci d'être passé sur le plateau ce soir.
Merci également à Seydou Zidouemba, technicien supérieur d'agriculture, expert foncier au ministère burkinabé en charge de l'agriculture. Merci d'être passé. Merci à M. Jean-Baptiste Yanogo, chargé de projet à la Commission épiscopale justice et paix Burkina. Merci d'être passé. Merci au public donc ce soir, composé de membres des cellules de veille citoyenne de la Commission épiscopale justice et paix. Vous êtes venus de Saba, de Waïgouya et de Sapui. Merci à tous pour votre mobilisation. Astrid, ça sera tout. Merci et à la prochaine. Ressources naturelles, agriculture et élevage, droits humains, cohésion sociale, corruption, sécurité, devoir de rédivabilité, droits humains, cohésion sociale, corruption, sécurité, devoir de rédivabilité, corruption, sécurité, devoir de rédivabilité.